d'autres souhaitent réagir. Peut-être, ce matin, on évoquait l'économie qu'on faisait sur les bandes magnétiques et le fait qu'on n'enregistrait que ce qui était de la chanson ou de la musique et qu'on passait à la trappe les conversations. Et c'est vrai que ça, c'est un problème qu'on a eu au tout début. Et quand on s'est mis à laisser courir la bande, y compris pour les conversations intermédiaires, on s'est rendu compte que c'était un véritable outil, quoi. Parce que dans la conversation qu'on a avec quelqu'un, il y a tout un tas de questions qui ne nous viennent pas forcément à l'esprit, ou de réflexion de la personne qu'on néglige et puis qu'on passe à autre chose, ou bien on oublie de reposer la question, etc. Alors que quand on revient sur la bande magnétique, là, on est interpellé par tel ou tel détail, telle ou telle précision, etc. Moi, je me rappelle quand on avait fait l'enquête en Pays Franche, on a mis 6 mois avant de s'apercevoir qu'on ne parlait pas de la même chose quand on parlait de Canabrose avec les gens, quoi. Et ça, c'est quand même assez incroyable, quoi. Alors, on disait aux gens, et alors, vous pratiquez quoi? Il y a un Canabrose, oui, Canabrose, bon. Et puis, en fait, on ne parlait pas de la même chose. Mais on a mis 6 mois à s'en apercevoir, et ça, c'est grâce à la réécoute des bandes qu'on s'est dit, là, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Donc, mais il faut laisser tourner la bande. Justement, en règle générale, est-ce que... On vous voit pas. Peu importe, c'est important. En règle générale, est-ce que la majorité d'entre vous a beaucoup réécouté les enregistrements que vous avez produits individuellement? Ou est-ce que c'était simplement dans les premiers temps et après vous êtes passé à autre chose? Est-ce que vous y reveniez dessus? Oui, forcément, il faut écrire des paroles. Alors, Ah oui. La musique. Oui. Pour la transcription. Oui. Ça dépend aussi Écouter, oui. Ça dépend aussi si chacun a publié. Par exemple, moi j'ai beaucoup enregistré, j'ai beaucoup publié, je crois. Donc quand tu publies quelque chose, c'est là que tu reviens sur ton stock d'enregistrement, quoi. Et tu les réécoutes. C'est pas ça que tu voulais dire? Mais en dehors d'éventuelles publications, est-ce que vous êtes pénétré de ces enregistrements ou est-ce que vous les avez écoutés qu'une ou deux fois? Souvent. Oui, moi, personnellement, je passe mon temps à les réécouter. Je fais même des pauses parfois dans la réécoute. C'est toujours le cas aujourd'hui. En tant qu'interprète, je vais m'enquiller le répertoire d'un chanteur. Je vais écouter plein de fois, énormément, pendant très, très longtemps. Pendant très longtemps, c'est-à-dire pendant 15 jours, un mois, je peux vraiment, parce que je veux vraiment rentrer dedans, je veux que ça devienne quelque chose d'intuitif pour moi, quoi. Et puis après, j'oublie, je décide de ne plus réécouter. Je peux pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Évidemment, mon interprétation change. Et après, je retourne voir sur l'enregistrement qu'est-ce que j'ai changé. Est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes que j'ai amenées? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que j'ai laissées tomber? Et je vous rassure, les deux cas sont vrais. Donc ça me permet de réenrichir les choses au bout d'un moment. Mais c'est pareil, je réécoute les choses aujourd'hui dans le domaine de la transmission, en disant, tiens, ben voilà pourquoi je vais travailler avec tel groupe de jeunes musiciens, je vais leur enseigner tel truc, pourquoi? Il faut que je réécoute ça, c'est intéressant. J'avais fait une petite note sur l'enregistrement en disant, ah tiens, oui, ça c'est pas mal. Donc je réenregistre, je réanalyse, parce que on parlait d'évolution dans le but. Alors, je n'ai pas d'évolution dans les motivations qui m'ont amené à faire du collectage, mais maintenant, dans la manière dont je réanalyse les collectages que j'ai faits ou qu'ont fait d'autres à ma place et que je réutilise, j'ai une modification de l'analyse que j'en fais, et notamment une utilisation pédagogique dans certains cas. Donc oui, je laisse la parole à d'autres. Charles souhaitait réagir, je crois. Oui, je sais plus sur quoi. Sur le réécouter ou... Ah oui. Mais avant réécouter sur l'histoire de comment se constitue le réseau et tout ça, moi, franchement, je cherchais la première, je vois bien qui c'est, mais
je ne sais même pas comment je suis arrivé chez elle. Et après, ça a été très très simple hein, en Pays Gallo pour trouver. Parce que à la fin, on demandait systématiquement, mais vous connaissez d'autres personnes qui chantent? Oh bah oui, il y a une telle, il y a un tel, voilà. Et puis après, je suis même pas allé voir tous ceux qu'on m'a indiqués. Moi, ça c'est sûr. Hein. Je suis allé voir la moitié peut-être de toutes les personnes qu'on m'a dit. Ensuite, oui, sélection très sévère. Très sévère, dans le sens où je considérais que, toi tu dis culture artiste, moi je disais mémoire et puis artiste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de la mémoire, que c'est intéressant d'enregistrer, parce qu'ils justement, ils vont te faire ressortir tel truc ou tel truc, et puis il y a des personnes, comme moi j'étais en démarche d'apprentissage, et toujours, des personnes que je considère comme intéressantes au niveau du chant. Et celles-là, pas forcément parce qu'elles ont, pas forcément celles qui ont le plus grand répertoire, mais celles qui l'interprètent à mes oreilles de façon en tout cas singulière et originale et intéressante. Enfin, voilà, vous mettez les qualificatifs que vous voulez. Alors celles-là, oui, comme ton témoignage, je suis allé les voir une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois. Ce qui fait que je ne sais pas les chiffres, mais si on dit qu'il y a 400 personnes, 500, je suis rencontré, il y en a 20, 25 que je suis allé voir vraiment, vraiment très, très, très souvent. Et après, alors ça c'était pour cette sélection-là. Et puis du coup, se crée un lien qui est bien sûr autre que celui de la simple personne qui passe une fois chez quelqu'un, qui a un lien d'amitié, en tout cas, ou de connivence, et tout de suite, notamment quand on a fait des collectes, j'ai pas toujours fait des collectes tout seul, moi, vous non plus d'ailleurs, mais avec Mathieu Hamon par exemple et autres, on se posait très très vite la question, mais tous ces gens, il y avait la BOC pour nous dans notre coin, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser aussi leur savoir et c'est-à-dire que collecter, ça prenait sens dans un... Il n'y a pas que collecter, quoi. Il y a collecter, il y a transmettre, bien sûr, mais il y a organiser, comme la fête du chant à Beauval, qui pour nous, elle est née de cette volonté-là, de dire, mais ces anciens-là, il faut qu'on donne l'occasion à d'autres personnes de les rencontrer. Tout le monde n'est pas collecteur, on ne se met pas collecteur là, du jour au lendemain, même si on fait un stage ou je sais pas quoi, c'est pas simple du tout de passer du temps comme ça. Mais par contre, il y a plein de gens qui sont intéressés pour rencontrer des personnes qu'on dit porteuses de tradition, là. Et les stages à Beauval n'ont pas des amplis parce qu'il y avait cette proposition-là de rencontre. En fait, on leur faisait faire non pas de la collecte, mais enfin une rencontre. En raccourcissant le temps et les déplacements, ils n'avaient qu'à venir en un lieu, et puis voilà. Donc ça, c'est aussi l'idée de valorisation, quoi, alors, des petites éditions, oui, certainement. Et ensuite, l'écoute, la question que tu poses, alors moi, je suis un peu... là où j'ai coché aussi sur mon petit carnet, parce que j'ai un petit carnet, alors méthodo, alors là, 0, parce que je ne m'estimais pas enquêteur. Je m'estimais simplement aller à la rencontre des gens pour... voilà. Alors j'enregistre, je note, j'ai des carnets, ça, il y en a plein, mais là s'arrête ma méthode. Par contre, il est vrai que plus tu en sais et plus tu fais parler les gens. Ça, c'est très très clair. C'est-à-dire que, comme tu disais, si tu ne poses pas la question, tu n'auras pas la réponse. Hein. Ça, c'est clair. Donc il faut, à la limite, connaître déjà beaucoup de choses pour faire parler les gens. Ça, c'est clair. Et donc pour la réécoute, moi, oui, je réécoute beaucoup, certains et certaines. Je n'ai pas tout à fait la même méthode d'imprégnation, je ne sais pas par 15 jours, parce que je ne sais pas, enfin bref. Mais oui, c'est régulier. Et puis, je m'en sers de mes bandes d'enregistrement quand les anciens ne sont pas là, quand les personnes ne sont pas là, dans les stages. C'est-à-dire que je chante très peu, je fais écouter, je fais rechanter sur les paroles, enfin voilà, etc. J'essaie d'être le moins modèle pour eux que ces personnes-là. En tout cas, pour montrer... Parce que ce qui est fabuleux quand même dans cette démarche-là, c'est que c'est la diversité des timbres qu'on a entendus et des façons de chanter, de faire. Enfin, moi, je parle principalement du chant, je m'excuse. Mais c'est absolument remarquable, quoi. Les personnalités qu'on a rencontrées, il y a des... et c'est du même bled, etc. Enfin, il y a du commun, mais il y a aussi de la différence, hein, de la sacrée différence. Hein. C'est formidable, ça. Voilà. Moi, je rajouterais pour prendre des choses qui n'ont pas encore été dites, puisque on a des expériences communes, donc on pourrait reprendre. Moi, je m'aperçois avec le temps
qu'il y a des aspects, en tout cas pour le chant, on pourrait dire pour la musique instrumentale aussi, que je ne prenais pas en compte dans les premières enquêtes des années 70 parce que dans ma tête, il y avait des blocages qui fait que je n'abordais pas tel type de répertoire. Toutes les chansons sur feuilles volantes, les chansons que j'appelais à l'époque botrellisantes ou autres, et quand on regarde de près, il n'y a pas que du Botrel, il y a plein de choses, y compris des créations locales. Tout un répertoire de villes qui était ignoré ou pas valorisé. Et puis, le temps passant, je m'aperçois qu'une partie du répertoire qu'on appelait traditionnel maritime, par exemple, en fait, maintenant, j'ai les noms, les auteurs, et je sais dans quelle revue de ville ça a été créé et par quel artiste. Maintenant, c'est passé dans le répertoire dit traditionnel. En fait, quand on tire les lignes, c'est plus compliqué que ça. Et du coup, ça nous ouvre aujourd'hui sur d'autres questions, et ça fait réécouter les enregistrements sur des choses qui me paraissaient marginales. Quand j'entends aujourd'hui, je l'ai hélas pas fait beaucoup, les joueurs de vielle jouer des Java, ça m'intéresse. À l'époque, je le faisais juste parce que je voulais pas, par respect pour eux, couper le magnétophone pour des choses qui leur paraissaient, eux, absolument importantes. Parce que entre la vendeuse et la Scottish, ils faisaient la Java. Bon, moi, quand je les réécoute aujourd'hui, c'est vachement intéressant. Mais je ne l'avais pas vu, et heureusement. Et puis, on a aussi des blocages sociaux. Là, moi, j'ai pris une claque en faisant une enquête il y a 3 ans sur le monde de la trompe de chasse. Et avec plein de gens, plein de choses, plein de traditions, enfin bref. Je me suis aperçu qu'une des régions les plus importantes pour eux, quand ils en parlent tout de suite, ils parlent de la région centre et de la Normandie. Je n'ai jamais fait une enquête en Normandie, ni moi, ni mes copains, on n'en l'a jamais mis dans un disque, on n'en a jamais parlé, rien, parce qu'en fait, on a une image de marque de ce milieu-là qui fait que c'est le dernier des endroits où on aurait été faire une enquête. Donc c'est bien dans notre tête que ça se passe, puisque... Et en fait, musicalement, c'est très intéressant, il y a une histoire ancienne, etc. Mais... Donc on a nos propres blocages qui nous ont empêchés de faire des choses et qui peuvent se débloquer au fil du temps, ou non. Sur le plan linguistique, Oui, c'est ce que je veux dire. On a fait des collectages en breton auprès de certaines personnes sans leur demander s'ils avaient du répertoire en français. Et puis il y a d'autres personnes qui vont les voir, et puis il y a un répertoire tout aussi intéressant en français. Mais ça, il a fallu être 2 pour y aller, parce qu'autrement, chacun de son côté, on regardait qu'un seul aspect des choses, quoi. Oui, mais en fait, je crois que c'était tout à fait heureux comme résultat, puisque sur de longues années, dans le pays breton, effectivement, tous les gens savaient des chansons en français. Et on le savait, moi je le savais qu'ils savaient des chansons en français. Mais en même temps, ils ont joué le jeu, comme ça, ça a été automatique, ils ont joué le jeu, et si bien qu'on les invitait à des veillées ultérieurement dans les années 70, on les invitait dans les veillées jusque dans les années 2000 en fait. Ben, ils ne chantaient que des chansons en breton. Et ce n'est que depuis une quinzaine d'années que maintenant, il y a un fléchissement, dû d'ailleurs aux jeunes qui se sont mis à chanter les chansons en breton. Du coup, les vieux s'y mettent aussi. Mais au début, c'était la règle du jeu, un peu implicite comme ça. C'est ce que disait Daniel, Ah, ouais, c'est-à-dire absolument. qu'ils répondent qu'à la question qu'on leur pose. Absolument. Je voudrais ajouter pour mon cas personnel, si vous voulez, que j'ai bénéficié quand même du cerf celtique de Beau en matière de collecte, qui avait un magnétophone, un peu à l'instigation de Donatien Laurent d'ailleurs, qui faisait ses enquêtes et qui récupérait tout ça après les séances, mais quand même, il donnait une copie au cerf celtique. C'était un avantage. Et bien, on avait affaire à des gens, en fait, c'était organisé par des membres du cerf celtique, hein, des gars qui habitaient dans les campagnes, Guénin, Languédic, Saint-Barthélemy, Camors, Beau. Et ils organisaient ça dans un corps de ferme, Et les gens venaient, mais c'est de façon complètement décontractée. Ils venaient pour boire un coup, etc. Éventuellement, il y avait des gâteaux. Mais ils ne s'occupaient pas du magnétophone, si bien qu'ils chantaient spontanément. Et c'est parce que c'était collectif, tout le monde répétait, etc. Et c'était collectif, c'était la bonne humeur. Parce qu'ultérieurement, quand on allait les voir individuellement, c'était autre chose. Et ils cherchaient, éventuellement, ils savaient qu'on devait arriver. Donc ils disaient, qu'est-ce que je vais pouvoir lui chanter? Tiens, je vais lui chanter ça, ou bien il faudrait peut-être que j'apprenne une chanson, etc. Donc c'était plus la même spontanéité.
Et par ailleurs, moi j'étais sonneur pendant, à partir des années 62-63, je sonnais dans les banquets de vieux. Bon, j'en faisais au moins 2 ou 3 dans l'année, au mois de novembre, généralement autour du 11 novembre, là. Et là, bah, évidemment, je repérais pas mal de gens, quoi, les gens. Et comme ils sont chez nous en vingtaine, on répète les chansons. Bon, j'avais le temps, et vu que j'avais appris à écrire le breton à l'école, pour le BEPC, j'avais largement le temps d'écrire sur un coin de nappe la chanson qui se chantait. Et je déchirais la nappe et je rentrais à la maison. Voilà. Ici, c'est authentique. J'ai encore des morceaux de nappe à la maison où il y a des chansons dessus. Oui, oui. Il me semble qu'il y a un autre aspect aussi, que là on parle beaucoup de collectage et chanteurs, de musique instrumentale, mais quand on travaille plus généralement sur la tradition orale, bon, par exemple sur les traditions calendaires ou sur les rites de passage, je reviens à la réécoute de bandes. On est obligé de réécouter les bandes parce que lorsqu'on va avoir un informateur, évidemment, on a loupé la question. Comme disait Daniel, en rentrant dans la voiture, on se dit tiens, j'aurais dû lui demander ça. Et on est fatalement obligé de réécouter les bandes afin de revenir voir l'informateur pour préciser certaines choses, quoi. Ça, c'est peut-être plus prégnant dans la recherche sur les traditions calendaires ou avec le passage, etc. Pour rebondir sur ce que dit Hervé, vous avez beaucoup parlé des réutilisations que vous avez faites concernant la chanson, concernant les instruments, pour vos pratiques artistiques, pour les questions de transmission dont parlait Charles. Vous avez également parlé des contextes qui entouraient ces objets-là, que vous n'enregistriez pas au départ pour des questions de coups de bande, que vous avez enregistrés dans un deuxième temps. Et tous ces contextes, que sont-ils devenus pour vous? Qu'ont-ils nourri dans ce que vous êtes devenu vous par la suite? À quoi vous ont-ils servi ou à quoi ont-ils servi de manière plus générale? J'appréciais une chanson, je me dépêchais de la restituer, je cherchais une occasion pour la chanter. Pour montrer, je me considère un peu comme étant de l'ancien système et du nouveau, en fait. Parce que j'ai un peu hybride, je suis de la campagne, c'est genre, je connaissais bien le breton et tout, mais en même temps, je savais qu'il fallait continuer en même temps. J'avais une espèce de conscience militante en même temps, et il y a quand même des CD qui ont été faits à partir des enregistrements que j'ai transmis, ou des chansons que j'ai transmis à d'autres, ou qui m'ont entendu chanter, etc. Même des gens beaucoup plus âgés que moi qui se sont mis à chanter et qui l'ont appris avec moi. Enfin, vous voyez, je pense que, du moins dans le Vingtaine, il y a eu quand même une forme d'émulation autour de la chanson, ne serait-ce que par Dastumbro Erec, mais avant Dastumbro Dionette, où on a vraiment essayé de diffuser ce qu'on avait collecté, quoi. Les gens étaient surpris, d'ailleurs. Et par le biais du Canard-Bop, également. Les gens, on a quand même transmis à des générations plus jeunes des chansons qu'ils ont chantées au Canard-Bop. Ah oui, c'est important, tout ça. Puis actuellement, depuis 25 ans, j'ai un atelier de chant à Grandchamp où, je pense que les gens, il y en a qui sont plus âgés que moi dans le groupe, mais enfin, ils viennent pour se défouler un peu aussi. On chante des chansons que j'ai collectées, puis que je choisis moi-même, puis on chante tous ensemble, une vingtaine de personnes, tous les 15 jours. C'est tout. Je crois qu'on ne dira jamais assez l'intérêt de l'enregistrement. On parlait de démocratisation au moment du mini-cassette. Mais à propos d'apprentissage, c'est vrai qu'on revenait à des pratiques qui étaient presque celles de la transmission orale traditionnelle. Hein. C'est-à-dire qu'on avait le chanteur en direct autant de fois qu'on voulait pour refaire tel ou tel mouvement, pour apprendre telle ou telle parole, ce qui n'était pas du tout le cas autrefois. Parce qu'on oublie de dire que l'enregistrement, ça remplace les compétences que devait avoir le linguiste qui circulait, qui devait connaître tous les dialectes de Basse-Bretagne, je parle de la Basse-Bretagne, s'il voulait noter les textes, ça remplace les compétences du musicologue qui devait noter, ce qui n'était vraiment pas le cas de tout le monde. Hein, et je suis le premier à le regretter parce que j'ai appris plutôt sur le tard. Donc toutes ces compétences-là, elles étaient occultées par le magnétophone. N'importe qui pouvait appuyer sur le bouton et avoir sa tradition enregistrée qu'il pouvait reproduire à la maison, réadapter éventuellement à sa manière. Mais je crois qu'avec ces enregistrements, on a formé un petit peu la manière dont ça se passait au XIXe siècle,
une génération, 2 générations, plusieurs générations de nouveaux chanteurs, de nouveaux musiciens, très imprégnés, et autrement imprégnés que ne pouvaient l'être, par exemple, les musiciens classiques, qui reprenaient une partition classique avec les dégâts que ça a pu produire, ou bien les chanteurs classiques, encore pire, qui reprenaient un texte en breton et qui le chantaient avec leur pratique habituelle. Là, on retrouvait, plus ou moins, des interprétations proches de ce qu'a pu être la tradition. D'ailleurs, moi j'ai quelquefois eu des doutes sur les collectes qui ont été faites dans les années 1900, là, celles qu'on a éditées nous-mêmes, là, Calarboulette, Buléon, Cadic, etc. Je me suis posé la question justement sur l'exactitude de la notation. Est-ce que parfois ils ne se sont pas trompés parce qu'il y avait... quelquefois, je me dis c'est drôle quand on chante ça va pas... C'est comme au moins pour 2 bouquins, on a rechanté 2 couplets de chaque chanson qui ont été éditée dans le bouquin. Donc on était obligé de s'imprégner quand même de la musique de la partition, parce qu'il fallait que ce soit exactement la partition. Quelquefois ça faisait drôle, quoi. Mais c'est bien qu'on peut se poser la question sur l'exactitude des notations. Ben, ça, l'erreur est humaine. Hein. Non, et puis c'est toute la différence entre la structure... Quand on écoute une interprétation midi ou quand on écoute un chanteur traditionnel, là, on n'a pas jusqu'à présent parlé de la notion de style, mais enfin, c'est tout ça, quoi. Hein, c'est la manière de placer sa voix, la manière de... etc. Quoi, bah oui. Pour reparler du matériel, si la vague de collecte des années, on va dire 60, parce que nous on dit 70, mais il y a la Fédération des œuvres laïques qui est déjà dans les années 60. Alors, en Bretagne, on peut même dire que c'est encore avant. Enfin bon, en tout cas de la deuxième partie du XXe siècle, c'est la conjonction de tout ce qu'on a dit au point de vue culturel et de la technique. Parce que s'il n'y avait pas eu le mini-cassette, les magnétos à bande, c'est déjà une petite élite. Il faut pouvoir l'acheter, il faut une démarche, c'était rare. Le cassette, en 64 ou 65, un an près, ça doit être ça, c'est la popularisation, n'importe qui peut le faire, il y en a dans toutes les familles. Et s'il n'y avait pas eu cet outil technique-là, je ne sais pas aujourd'hui qui serait autour de la table de la même façon. Donc il y a la conjonction d'un problème culturel dont on a... Mais moi, je rajoute qu'il y a l'apport au bon moment d'un outil technique qui nous sort de la merde sur ce sujet-là. Et je constate, moi, depuis l'arrivée Internet, réseaux sociaux ou autres, donc depuis les 20 petites dernières années, il y a un basculement qui fait qu'on parle quasiment plus d'enregistrement, mais en film. Faire des collectes aujourd'hui, c'est idiot de ne pas les filmer. Ça ne pose pas de problème chez les gens, alors qu'il y a 20 ans ou 30 ans, c'était tout de suite tout un cérémonial. Puis il y avait des problèmes, c'était encore plus dur de trouver des caméras sonores, enfin bon bref. Là, ça pose moins de problèmes. Et les jeunes d'aujourd'hui ou des années suivantes, ils sont beaucoup plus sensibles à une image avec un son qu'à un son tout court. Donc ça rentre en ligne de compte dans la manière dont on transmet, plus le fait que nous, peut-être un petit peu moins, mais les plus jeunes que nous, ils font plus de nuances entre mettre un enregistrement volontaire et prendre un téléphone pour attraper du son. N'importe où, n'importe quand, voire même le mettre directement sur YouTube ou autre, ce qui fait que cet aspect matériel devient totalement gommé, même s'il n'est pas de bonne qualité ou autre, n'empêche qu'on a la trace d'un moment qui devient public quasiment à la seconde près. Ce qui pose plein d'autres questions, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ça donne un raccourci et un autre rapport. Du coup, quand un jeune d'aujourd'hui nous dit « j'ai collecté quelqu'un », il a pris son téléphone, il l'a filmé, c'est sur Internet avant même que les gens aient fini la chanson. Donc on est dans un rapport, enfin on est dans un autre monde pour moi depuis 15 ans, qui pose plein de questions intéressantes, compliquées, enfin c'est un autre rapport, de la même façon que jusque dans les années 50 on notait papier, et nous on passe au magnéto. C'est une révolution technique et culturelle, parce que ça implique les deux, en fait les deux sont mêlés. Je crois qu'Éric souhaitait réagir. Oui, c'était
avant, parce qu'il y a plein de choses. Je ne vais pas rajouter à ce qui se dit, puisque je suis d'accord avec 80% du discours que je viens d'entendre. Et simplement, on a parlé un peu tout à l'heure du fait que beaucoup sont allés voir des gens très anciens au départ. Et finalement, c'était peut-être pas la bonne solution. Je ne sais pas, c'est une question que je vais poser. Moi, je suis allé voir des gens en Pays Gallo. En Basse-Bretagne, c'est un petit peu différent. En Pays Gallo, je suis allé voir des gens très anciens, de 80-90 ans, et j'ai obtenu des bribes de répertoire, même au-delà de 90 ans, j'ai obtenu des bribes de répertoire de choses que je n'ai jamais entendues autrement. J'ai passé plein de temps à essayer de réinjecter ces bribes de répertoire dans le cadre de ma méthode totalement empirique auprès de chanteurs plus jeunes, sans jamais avoir de réponse, en disant non, ça on ne connaît pas, ça on ne connaît pas. Voilà, c'est quand même un problème. J'ai l'impression que des générations ont privilégié des formes de répertoire. Alors j'ignore aussi quelles étaient les formes de répertoire entre guillemets plus savantes ou plus véhiculaires du 19e siècle, enfin du début du 19e siècle, puisque tout ce qu'on connaît nous c'est la fin du 19e, début 20e, et donc là on est assez bon là-dedans. Je pense qu'on reconnaît bien les timbres et les tons. Mais voilà, ça me pose question dans la mesure où, alors, vous parlez aussi du choix. Quand on enregistrait en breton, c'était assez facile. On disait aux gens, chantez-nous des chansons en breton. En Pays Gallo, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a tout un répertoire francophone qui appartient soit à la chanson de café-concert qu'on connaît très bien, soit à un répertoire issu du café-concert, mais qui est peut-être des compositions locales, comme tu le citais tout à l'heure. Et puis, mais on arrivait, malheureusement, dans cette époque où on avait beaucoup de mal à acheter des cassettes, on est passé peut-être à côté de choses totalement inintéressantes ou profondément intéressantes pour aujourd'hui. J'avais encore un autre truc à dire, mais j'ai oublié. Mais je vous pose cette question, savoir si vous n'avez pas vous-même des frustrations par rapport à des éléments de répertoire que des gens très âgés vous ont soumis et que vous n'avez jamais retrouvé par la suite. Non, vous savez pas.